Bonjour, bienvenue à cette vidéo où on va essayer d'affronter la bourse avec Python. La première étape, c'est de télécharger tous les cours, et malheureusement on peut le faire que mois par mois. Quand on prend l'ensemble du marché, moi j'ai choisi de travailler sur le SRD, parce que c'est un marché qui est assez simple, tout ça. Donc là je vais télécharger tous les cours au moins de l'année précédente pour analyse. L'idéal serait de faire des 2 années précédentes même. Je vais essayer. Voilà, donc je les ai tous faits je suis descendu jusqu'au 28/12/2019, donc 2 ans exactement. Donc comme vous le voyez, ce sont des ensembles de fichiers texte qui sont produits. Si on regarde ces fichiers texte, ils ressemblent à ça. Donc ici on a un code, après on a un point virgule, ensuite on a une date, et après on a un point virgule, et puis on a un nombre, encore un nombre, point virgule et un dernier nombre. À quoi ça correspond? Fichtre, je n'en sais fichtre rien. Alors, à quoi ça correspond? Code ins. Le premier, ça doit être le code. Option, ajout du code place de marché. Plus de 20 ans d'historique sur CD. Chaque soir par mail. Historique intré sur CD. Téléchargement automatique. Libellé. Vous pouvez pas nous donner les colonnes? À quoi ça correspond les colonnes? Ok. Bon, donc à mon avis, il doit y avoir le cours d'ouverture, de fermeture, la valeur la plus haute, la valeur la plus basse, un truc comme ça. Oula. Et le dernier nombre, le nombre de transactions peut-être. Donc c'est ces codes et ça qu'il faut. Nous on va qu'apprendre qu'un seul de ces chiffres, ça nous suffira pour ce qu'on veut faire. Le reste on s'en fout un peu. Voilà, donc la toute première chose à faire, avant de serait-ce que de réfléchir à ce qu'on va faire ou quoi que ce soit, c'est de convertir tous ces fichiers texte en des données sur Python. Alors, avant tout, un petit peu de rangement. Je vais commencer par créer un nouveau dossier que je vais appeler historique. Voilà. Puis je vais créer un nouveau fichier texte que je vais appeler script conversion.py. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle les python.py. Est-ce que je me trompe? Non, le voilà. Donc je pense que la première chose à faire, c'est d'essayer de lire tous ces fichiers et les modéliser d'une façon où on pourra retrouver les informations et les traiter facilement. Alors, je suis un peu rouillé en Python, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Là, j'ai retrouvé une doc, je vois par exemple que Python, il a un truc qui permet de gérer les dates, ce qui va nous servir et être très utile. J'imagine qu'on doit pouvoir faire des tableaux et des matrices aussi, je vais chercher pour voir ça. Déjà, ce qui est sûr, donc là j'ai ouvert mon fichier script Python dans un truc texte. Ce qui est sûr, c'est que je vais importer le datetime. Ensuite, moi ce qu'il me faudrait, c'est un truc pour lire les fichiers. Python, lire fichier. Python, lire fichier, lire ou écrit dans un fichier Python. Alors, Python. Mon copain Python. Fichier est égal open, contenu est égal à read, print, close. Première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Bon, bah ça a l'air fastoche. Il n'y a plus qu'à tester. Bah, je vais déjà copier tout ça dans mon fichier texte. Comme ça, je le garde en note. Là, j'essaie de réunir un maximum toutes les fonctions dont j'aurai besoin par la suite pour travailler. Donc là, c'est pour ouvrir des fichiers. Éventuellement, je pourrais avoir besoin de créer des fichiers. Alors, est-ce que je peux trouver un exemple sur Internet? Name, close, read, contenu, read. Je trouve pas là pour écrire. Write, voilà. Donc, open exemple as fichier. Oula. Fichier, write une autre ligne. N bonjour A.
tout cas, il y a un truc qui s'appelle write qui permet d'écrire ligne par ligne, quoi. Donc je vais le copier. Ouais, je peux mettre ça aussi. Je vais copier tout ça et je vais le mettre ici. Voilà. Donc j'ai pour relire et écrire des fichiers. C'est déjà bien. Attention aux indentations, on est en Python. Ce qu'il faudrait maintenant, ce serait un truc pour voir la liste des fichiers dans un dossier. Python système bash how to run bash script in Python. Évidemment, je vais utiliser une commande bash pour avoir la liste de mes fichiers. Donc, oh là là, mais qu'est-ce qu'il me demande celui-là là? Ah bah c'est bien pour la discrétion. Bon, comme ça je vais recevoir plein de mails ou je sais pas quoi. Run, subprocess, run, Python 3. Voilà. Go geek for gif. Comment est-ce qu'on récupère l'output? Process, run. Ah, et lui il doit retourner en fait ce qui est retourné. D'accord. Donc je vais récupérer ça. Je le mets là. Voilà. Lui du coup je vais le mettre au début. Voilà, donc là j'ai pour exécuter des commandes, j'ai pour importer ou exporter des fichiers. Maintenant j'aimerais bien savoir comment marchent les hashtables et tout ce qui concerne les tableaux, faire du traitement de tableaux. Je vais faire Python, les dates ça va être un type en particulier, si je veux pouvoir en sélectionner plusieurs, faire des algorithmes. Après je me débrouillerai, je pourrais faire membre à membre. Normalement il y a des modules qui sont faits, qui sont optimisés pour traiter des grandes quantités de données. Mais je les connais pas. Et puis là c'est un petit truc rapide, donc on commence juste. Donc je vais regarder, je pense que je vais essentiellement m'appuyer sur des hashtables. Hashtables, ouais, mais il faudrait que je puisse parcourir. Je pense que dans les hashtables, il peut y avoir moyen de tout parcourir. Python, hashtable, voilà. Python hashtable, tutoriel. Alors, ouais. Ouais, on peut les rédiger directement comme ça. Ouais, pour le moment, ça ressemble un peu à tout ce qui existe. Attaque, égal. Comment est-ce qu'on peut les remplir d'ailleurs? Est-ce qu'on peut les remplir directement? Del dict. Déclarer un dictionnaire. Âge. Update existing. Add new entry. Donc il suffit de l'écrire comme ça. Tout simplement. Above code exécuté, is produced following result. Print. Ouais, mais données. J'imagine que je peux mettre n'importe quoi dans mon hashtable. Voilà. Ça, c'est des trucs à tester pour voir comment ça marche. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais tester en utilisant la console. Donc, ici, je vais écrire Python 3 de façon à ouvrir une console. Et là, je vais tester des trucs. Genre, je vais l'appeler cours de. Si là, par exemple, je mets bourse égale 10, est-ce qu'il plante? Ah ouais, il plante. Cours is not defined. Donc il faut quand même le définir. Alors, il me semble bien que c'était un petit peu trop facile. Peut-être que je pourrais utiliser la déclaration. Donc, je reviens là. Et ce coup-ci, je fais les choses plus proprement. Je fais cours égale crochet, crochet. Voilà. Et ensuite, je peux mettre l'autre ligne précédente, 10. Et maintenant, il marche. Et si je lui demande de me dire ça, qu'est-ce que c'est? Il me dit 10. Donc c'est aussi simple que ça. La seule chose c'est qu'il faut le déclarer d'abord. Alors, allons chercher un peu plus loin maintenant. Est-ce qu'il y a des trucs pour parcourir ces données? Parce qu'il nous faut Python hashtable each. Hashtable in Python, working of hashtable in Python, how to implement hashtable in Python, bon alors je vais pas mettre, je vais mettre loop, hashtable in Python, Python guide, for, là on a for x in a size change here, size is plus x, à table size, tac, text size est égal à size est égal à too small, tac. Là on a l'air d'être plutôt dans le parcours. How do I iterate over a list in a hash
in Python dans une liste. Donc c'est pas du tout ce que je cherche. Hashtable in Python, working of hashtable in Python. Bon, on va voir si on aura plus de données avec ça. Alors, key value, working of hashtable, exemple, tout ça on connaît déjà. Exemple 2, fruit, deleting. Exemple 3, update, add, new, conclusion. Putain, il n'y a pas de loop. J'ai l'impression qu'il y a forcément une loop sur un hash. Il doit forcément y avoir une autocreate hashtable from scratch in Python, hashtable, hashlib, Python, hashtable, loop, and hashtable. Hashtable with looping. Oh là, mais là je suis plus en Python. Python. Ah voilà, how to iterate structure HTML in Python code example. Impec. Donc c'est for key value in machin.items. Bon, d'accord, m'en fous. Alors donc là je l'ai. Donc maintenant je sais itérer sur une hashtable. Voilà. Je peux rajouter aussi des hashtables. Genre je vais mettre le hash égale. Et c'était quoi le truc? C'est le hash de truc égale proc. Quand même, ça serait bien de revenir sur cette histoire de datetime. Donc, parce que là j'ai perdu les infos, donc c'est Python datetime. Sortir quelques fonctions dont on aura besoin plus tard. Donc datetime now, ça peut servir. On va le coller, on va le rajouter là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah non, c'est pas ça. Datetime now, output, datetime now, machin. Voilà, celui-là pour écrire une date. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tiens, je pas jamais celui-là ici. Ouais, là on doit pouvoir directement. Moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir récupérer aussi juste une partie d'une date. Est-ce qu'on peut faire ça? Je vois ce que je peux faire. Datetime.month, datetime.year. Est-ce que j'ai ça? Parce que là, il m'écrit tout ça. Je vais quand même pas l'écrire à chaque fois pour qu'il me le redise. Voilà. Là, visiblement, on a un truc là. X.year. Donc on peut les récupérer directement comme ça. Il doit y avoir un nom pour chaque truc. Et ça, on va les trouver facilement, je pense. Ouais, c'est pas très complet. Mais on fera avec. Voilà. Donc là, on a tout ça. Donc maintenant, on va pouvoir coder les données. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est me souvenir comment est-ce qu'on fait des commentaires en Python. Python, commentaire. Commentaire en Python. Oh là là, c'est quoi ça? Pff, aïe, mes oreilles. Oh, je suis devenu sourd. Aïe. Oh putain la vache. Aïe, mais... Non mais c'est quoi ce bordel là? Pff, ça nique la tête. This is a comment. C'est comme ça en Python? C'est du Python ça? C'est dièse en Python? Je croyais que c'était dièse en Ruby. Ah bon bah c'est dièse, ok. Alors, ok, donc on va mettre des dièses de partout maintenant. Parce que tout ça c'est des commentaires. Bon, j'aurais peut-être dû chercher plus longtemps pour mettre des dièses. Ah bah d'ailleurs j'en avais un déjà de dièse, j'aurais pu le savoir. Voilà. Ici je vais mettre plein de dièses. Façon de dire doc pour les trucs dont j'ai besoin. Voilà, je vais le fermer ici. Ok. Si on veut importer les données, la première étape, c'est trouver évidemment tous les fichiers qui sont donc dans le dossier historique ici.
Donc pour faire ça, on va faire une commande bash. Celle qu'on a trouvée, donc c'est celle-ci, subprocess. Voilà. Je sais pas pourquoi il m'a tout mis entre crochets là, je m'en bats les couilles. Je vais mettre un truc qui s'appelle ls. Mais d'abord il faut mettre cd historique. Je crois que ça devient comme ça avec un s. Point virgule ls. Point virgule. Et là il va me donner le résultat. Ça c'est une commande bash qui va me donner la liste des fichiers dans historique. Donc là ici je vais faire CTRL-D pour quitter, je vais coller ça. Si je fais ça, voilà, il me donne la liste des fichiers. Après étaler dans le dossier. Séparé par je sais pas quoi, des espaces, etc. Donc la meilleure chose à faire là, c'est de tester dans Python. Pour voir si ça va marcher. Enfin d'abord je vais rédiger dans mon petit fichier tranquillou. Donc lui je vais le mettre dans une variable. Alors je sais pas si je peux balancer de la variable comme ça. Rep égale. Voilà. Si par exemple je fais ça, il faut un port subprocess quand même. Donc d'abord je vais copier ça. Et je vais le tester dans ma console Python. Donc je fais tac tac tac, Python 3. Je commence par faire importer subprocess. Voilà. Et ensuite je vais copier ma ligne d'import de subprocess dans rep. Voilà, ça lui plaît pas. Signal, open, signal, new, no such file directory, ls, no such file directory, file not found, error. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, il y a un truc que j'ai pas bien compris sur la façon dont on utilise subprocess.run. J'ai peut-être déduit trop vite. Là, j'ai echo. Peut-être qu'il faut que je mette entre crochets. Essayons. Je mets entre crochets. Je mets des doubles guillemets au cas où ce soit à cause de ça. Je referme entre crochets. Là, je vais mettre un truc vide parce que je sais pas quoi mettre. CTRL S. Je le reprends et je retente. Donc ici, ça j'efface tout ça et je mets la nouvelle ligne à la place. Marche toujours pas. J'enlève rep, sait-on jamais. Alors je remets l'exemple. Echo. Truc. Ça marche. Allez savoir pourquoi. ls, truc, complete process, return code 2. Impossible d'accéder à truc. Il y a un truc que j'ai pas compris pour les lignes de commande, il faut que je cherche encore. Donc ligne de commande. Voilà, donc pour les lignes de commande j'en ai trouvé un mieux, c'est celui-ci. Donc je vais le coller dans mon fichier à la place de celui-là. D'abord il y a n'importe OS à la base de subprocess qui était déjà un petit peu tendancieux. Et pour faire une ligne de commande, du coup, ça devient... merde, c'est où? Ah voilà, c'est là, ça devient os.système de quelque chose. Donc il n'y a plus qu'à. Hop, et je vais le coller là. Je vais le coller là, comme ça. Je vais mettre un petit rep égal. Et je vais mettre ici la commande que je voulais balancer à l'intérieur ici. Tac. Voilà, essayons celui-ci maintenant. Donc je fais ça. Ici je fais un petit import OS. Après je mets ça. Ah, il n'a pas l'air de m'envoyer chier. Et si je dis rep, il me met 0. Aïe, donc il récupère pas les données, lui, il les affiche à l'écran juste. D'accord. Alors il faudrait que je fasse quelque chose de plus vicieux. Et genre je pourrais faire un truc où la commande que je passe, je dis d'envoyer le résultat de RS dans un fichier que je pourrais lire par la suite. Et genre que je vais appeler liste fichier.txt, liste fichier historique, faisons les choses bien.
et qui sera un dossier avant. Voilà. Donc rep, là on n'en a plus besoin. Et du coup c'est ça que je vais exécuter. Si j'exécute ça, il me crée un fichier ici, fichier historique, que je peux ouvrir. Je vais l'ouvrir d'ailleurs. Voilà, il ressemble à ça. C'est la liste des trucs avec un entrée à chaque fois. Donc ça c'est très bien, c'est exactement ce qu'il me faut. Donc du coup c'est cette ligne là que je vais garder. Donc je la copie. Copier. Et je la mets là. Ensuite il va falloir lire ce fichier historique que j'ai généré. Donc je vais réutiliser les lignes qui sont là. Fichier. Donc il s'appelle liste fichier historique.txt. Donc c'est ce que je vais mettre. Liste fichier historique.txt. Après je vais utiliser un contenu.read. Sauf que au lieu de l'appeler contenu, je vais l'appeler liste fichier. Liste fiche st. Voilà. Après je vais fermer le fichier évidemment. Voilà. Ensuite il faut que je puisse traiter ce fameux liste fiche st. Pour ça j'ai besoin de faire un genre de split en Python. Un split c'est quand on coupe une chaîne de caractères en plusieurs morceaux. Donc je fais split. Comment utiliser split en Python? Alors, objectif, blablabla, split, point split, voilà, séparateur, max split, donc nous on va juste utiliser séparateur, c'est un string.split et on met le séparateur. Donc c'est très facile, c'est comme partout. Donc je mets ça, point split, et là je mets entre guillemets ça, qui veut dire aller à la ligne en fait. Parce qu'en fait, quand on regarde le fichier, ce qui sépare les noms des fichiers, c'est aller à la ligne à chaque fois. Donc j'ai ça, lui il va se retrouver dans un tableau. Donc il va être tableau, liste, fiche, égale, voilà. Après mon but c'est de parcourir ce tableau. Donc là il va falloir encore aller chercher, Python, iterate, je crois que c'était iterate array en anglais. Array. Iterate of an array in Python, i in ar. Hein, the sum est égal à the sum plus i. Ouais bon, donc c'est fastoche. Et c'est toujours avec cette espèce d'indentation là affreuse. Bah. Alors, donc ça va être un truc qui va s'appeler, moi je vais l'appeler nom fichier in. Donc c'est tab lst fiche. Et donc là avec l'indentation je peux faire ce que je veux. Genre par exemple je pourrais les imprimer, je pourrais faire print de nom fichier. Et là il me les écrirait tous un par un. Essayons pour voir si tout ça ça marche. Si je prends tout ça, que je me mets donc dans ma console et que je fais coller. Ah, il y a un truc à faire là, je suis un peu perdu. Pourquoi il se passe rien? Pourquoi il met ces trois petits... Ah d'accord, il fallait faire deux fois entrer, ouais, il fallait laisser une ligne vide pour dire que c'était la fin de la truc. Ok, donc là il me les affiche bien, donc pour le moment ça marche. Donc là je vais laisser une ligne vide, comme il disait. Ah oui, sauf que moi ce que je veux c'est lire ces fichiers et les rentrer dans un hash que j'aurais préalablement défini. Ce hash je vais le définir ici, je vais l'appeler historique des cours. Voilà. Et je dis que c'est le hash qui va recevoir toutes les données qui sont dans mes fichiers d'historique des cours. Au début il n'y a rien dedans, et petit à petit je vais rajouter une date avec un nom d'action et un cours. Mais pour ça j'aimerais définir une fonction que je vais injecter ici dans ma boucle après. Donc là je voudrais définir ma fonction. Donc il faut que je regarde comment marchent les fonctions sur Python pour m'en souvenir. Alors Python define function.
comment on définit une fonction en Python, define function, what is function in Python, hein. Voilà, def arguments, 2 points, toujours avec ce système d'annotation affreux. Bon, ok, on va le refaire, donc, tac, def, je vais l'appeler traitement fichier historique. Il va prendre le hash des cours, en gros on va lui passer toujours ça à l'intérieur, et on va lui donner le nom du fichier, nom fiche. Alors je sais pas si on peut le définir exactement comme ça, on verra. En tout cas là quand je vais le balancer, je sais déjà comment il va être rédigé. Ici dans la boucle, il va prendre à la place de hash des cours le historique des cours, et à la place de nom fiche, il va prendre nom fichier. Comme ça, cette fonction sera appliquée pour chaque nom de fichier présent dans la liste, quelle que soit la quantité de fichiers qu'on a dans le truc, puisqu'on les a récupérés avec une ligne de commande. Donc là, il faut mettre ce qui se passe. Alors pour le moment, je vais juste mettre un simple print pour le test. Je vais appeler nom fiche. Voilà. Je vais laisser une ligne blanche, parce que j'imagine qu'il le faut. Voilà. Je sauve. Je sélectionne tout ça. Et on va voir ce que ça donne dans la console. Voilà. Coller. Bon, bah ça marche. Du premier coup, tout va bien. Il n'y avait pas de subtilité visiblement, donc je suis plutôt content. Donc là, c'est le même bordel. Il va falloir ouvrir un fichier, le lire, et après le travailler. Et ça va se passer dans cette fonction. Donc dans cette fonction, alors il faut toujours avoir l'indentation, sinon ça marche pas. On va avoir un fichier qu'on va ouvrir, et ce fichier qu'on va ouvrir, en fait, ça va être historique slash plus nom fiche. Voilà. Après, on va le charger dans histofiche. Histofiche, pareil, c'est moi qui invente ce nom, hein. On ferme le fichier. Et après, il s'agit de traiter histofiche. Donc, pour se souvenir, on va essayer de réouvrir un fichier historique. Ouvrir dans un nouvel onglet, historique. Donc lui, je vais l'ouvrir dans mon traitement de texte. Voilà. Ouais, donc c'est très simple. Il faut le couper d'abord une fois avec des \n et ensuite le recouper avec des points-virgules. Donc, c'est parti. Merde. Ah, ouais, j'ai quitté mon truc de texte comme un gros con. Donc il faut que je le réouvre. Donc je disais, en premier split, les splits, pour mémoire, c'était ça. Truc.split de machin. Ok. Donc on va faire histo fiche.split de \n. Comme ça on a des pardon. On a séparé chaque ligne. On va l'appeler tab histo égale, et ensuite c'est pareil, on fait une boucle à l'intérieur pour parcourir tout ligne à ligne. Donc ça fait for tab histo sauf que c'est pas tab histo qu'il faut mettre, c'est ligne histo in tab histo. Voilà, comme ça il parcourt toutes les lignes une par une, 2 points, et là ce qui se passe c'est qu'on va mettre colonne histo égale et là on va le resplitter sur chaque ligne. On va faire ligne histo.split de point virgule, et après on va se servir de ça pour remplir le hash. Alors moi ce qui m'embête un peu, c'est que le hash, comment est-ce que je vais le remplir? Il y a un des éléments qui doit servir de colonne, un qui doit servir pour les dates. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un hash en 2 dimensions? Date, colonne. Ouais, non, faut pas rêver. Faut pas rêver, faut rêver. Je m'en fous parce que je peux mettre un hash dans un hash. C'est ce que je vais faire. Je vais mettre un hash dans un hash. Donc mon but, ça va être de remplir hash des cours. Hash des cours 2.
Et là, je pense que le meilleur nom que je puisse mettre, c'est le nom de l'action. Donc ça, je vais aller revoir de comment est foutu un historique, comme la dernière fois. Je l'ouvre. Le nom de l'action, c'est la première colonne. Donc, ah zut, je refais des bêtises. Le nom de l'action, c'est la première colonne. Donc, lui, il va recevoir la première colonne. Donc, colonne histo de 0 est égal. Et là, on va créer un nouveau hash qui va contenir la date et la valeur. Ah, est-ce que je peux mettre une date dans un hash? Il faut que je regarde de la doc. Alors, Python hash table key is a datetime. Date hash table holiday from table là, holiday in orange 10. Bon, ça m'aidera pas. Hash table in Python, hash table in Python, simple hash table in Python, datetime, basic datetime. Ah, je vais pas m'en sortir. Hash table key type, hash table key type, hash table. The key of the dictionary are hashable. Generate an hashing function generate an unique result from value splitting case. Non, il n'y a rien à faire. La case est forcément un string. Ce qui va m'obliger. Ce que je veux pas, c'est devoir les chercher une par une. Ce que je vais faire, c'est que comme key, je vais mettre l'expression. Je vais mettre l'expression de. L'expression de la date en string, qui elle sera toujours la même. Ça va être lent, mais une fois encore, ça sera facile à faire, au moins ça ira vite. Alors, je pense pas en plus que ça fait un énorme volume de données. Peut-être je le regretterai plus tard, mais pour le moment, pour ce que je veux faire, j'ai pas besoin d'optimiser plus que ça. Donc là, j'ai créé ma hache, donc maintenant, il s'agit de la remplir. Donc, maintenant que lui, c'est une hache. Là, je prends ça, je dis colonne histo de. Et alors là, il s'agit de le redéfinir d'une façon où je pourrais le lire facilement. Parce que la façon dont la date a été écrite ici, et pas forcément la date standard comme l'entend le datetime de Python. Donc il faut être malin. Donc je vais réutiliser ici le datetime, c'est-à-dire où est-ce qu'il est, il est là. Donc datetime 5-17. Donc c'est année, mois, jour du mois. Donc je le mets là. Sauf qu'il faut le réexprimer en. Il faut le réexprimer en string. Comment est-ce qu'on fait ça? Donc je reprends mon datetime Python. Datetime. Exprimer en string x strfa print x. Il suffit de faire un print. Là il me faudrait une fonction qui transforme. Il y a visiblement une façon de le formaliser. Datetime est égal à datetime est égal à datetime x.strftime. Et là on peut mettre des pourcentages les uns après les autres. Donc on va faire ça de année, mois, jour, je crois. Alors. Donc ici ça va être ça.datetime point. Et là il faut le réexprimer paradoxalement. Du coup pour la réexpression on n'est peut-être pas obligé de faire ça tout de suite. Ce que je vais faire c'est que je vais me le mettre de côté et je vais simplement l'écrire comme j'ai envie de l'écrire. Je vais le mettre au format tel qu'il est en fait. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple?
Donc je vais faire colonne histo de... Et là c'est la deuxième colonne, il me semble. C'est ça, donc c'est la numéro 1, puisque la première c'est la numéro 0. Et lui, ça va être égal à... Et là du coup, je vais mettre le truc suivant, le 2. Le problème c'est que... Ouais, ça c'est bien une cotation. Le problème c'est que ça risque d'être vite chiant si ça n'a pas été converti en nombre entre temps. Alors, donc je vais chercher Python. Alors, comment on appelle ça quand on convertit un string to float? 6 way to convert string into float in Python. Alors, tac, 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 type A, float. Pour le moment, je comprends rien. Float. Ah, bah voilà, il suffit de l'appeler float. Float de machin, du coup. Très simple. Très très simple. Alors, donc, du coup, là, ça va être float de colonisto de 2. Voilà. Quand même, je regrette que mes dates ce soit pas un peu mieux foutu. Parce que dans un fichier... Ouais, mais après... il faut... Je voulais obligé de garder les haches parce que les fichiers, j'aurais pas forcément les dates dans le même ordre et tout. Il faudra revérifier chaque date à chaque fois. Quand même, ça me fait une grosse perte de puissance sur les calculs plus tard. Mais bon, tant pis, on va voir. Une fois que j'ai fait ça, déjà je vais tester si ça plante pas. Alors, je reprends tout ça, CTRL-C, CTRL-S, et je le balance dans ma console. CTRL-V, coller. Et bah pour le moment, bah non, il a rien foutu ce con. Il n'y a rien qu'à changer là. Il me réécrit toujours les mêmes conneries. Comme si rien ne s'était passé pour lui. Alors je vais faire un petit CTRL-D, je vais revenir dedans, je vais refaire. Alors est-ce que je l'avais copié déjà? J'ai pris tout ça, je fais... Alors d'abord je vais mettre ça. Est-ce que je peux tout copier là, la bourre? CTRL-C. Ah mais là je suis dans historique. Je vais me mettre là. Donc là je fais CTRL-D, là je fais Python 3, là je fais CTRL-V. Ah, je vais pas faire CTRL-V, je fais coller. Traitement fichier historique is not defined. Traitement fichier historique is not defined. Bah si pourtant. Qu'est-ce que j'ai foutu? Alors est-ce qu'on peut lancer un fichier Python directement? Genre Python 3 script, tac, invalide syntaxe. Ah là il accepte pas, mon égal float. Alors qu'est-ce qui va pas à ce niveau là? Donc là j'ai lui que j'avais déjà déclaré qui contient lui qui est égal à float. Qu'est-ce qui lui va pas avec float? Est-ce que déjà c'est float qui l'embête? Ou est-ce que c'est autre chose? Genre si j'avais mis 5.0, est-ce que ça marcherait? Non, c'est le égal qui lui plaît pas. Alors essayons de rédiger ça différemment. Si par exemple ici, peut-être qu'on peut pas enchaîner les crochets comme ça. Colonne histo. Ah non, là il y a peut-être un crochet en trop. Non, même pas. Si je disais ici, donc lui je vais mettre égal à GG. GG en minuscule. Après lui je le prends là. Et je le mets ici. Et je dis que c'est GG en fait. Là. GG. Là je mets GG égale. Voilà. Après je dis GG de colonne histo de 1 est égal à 5. Et après je lui donne GG. Bon là ça a l'air d'être bien. Tac. Et il accepte pas non plus. Et alors pourquoi il accepte pas ce égal? Alors qu'avant il l'avait toujours bien accepté.
que là on est d'accord que si je me mets dans Python 3, si je dis GG égale, si je dis GG de A égale à 5.0, là il marche. Alors pourquoi dans mon cas il marche pas? Est-ce que c'est parce que j'ai mis un nom de variable dans les crochets? Genre si j'avais fait caca égale RR, et si maintenant je faisais GG de caca égale 5.0, pareil, il accepte. Donc il n'a pas de raison de refuser mon truc. Syntaxe invalide. GG de colonne 1. Colonne histo. Ah ouais, je vois, il y a un crochet en trop là. Il y a un colonne histo qui se promène. Alors, je vais l'enlever. Donc c'est GG de colonne histo de 1. Ça va pas plus loin. Voilà. GG de colonne histo de 1. Et donc j'imagine je peux retenter le float. D'abord je vais le retenter comme ça. Ah, de nouvelles erreurs. Mais c'est pas les mêmes. 5, ah si. List index out of range. List index out of range. Comprends pas. 46, traitement de fichier historique. 32, in traitement fichier historique. J'ai float colonne histo. Ce serait colonne histo de 1 qui serait pas bon. Voyons voir ça. Si ici je mets ça en commentaire et ici je dis colonne histo de 1, je fais caca égale ça. Caca égale ça. Voilà. Colonne histo de 1, c'est ça qu'il accepte pas. Qui dit qu'il est out of range. Comme s'il n'y avait pas assez de lignes. Peut-être que dans l'historique, il y a des lignes où il n'y a pas tout. Peut-être qu'il y a une ligne blanche qui traîne quelque part. Donc il faut rajouter un if de sécurité. Donc je vais le rajouter ici. Je vais rajouter un if. Alors je vais pas le mettre là. Je vais le mettre juste après la colonne. Je vais mettre if. J'imagine qu'il y a des parenthèses, mais j'en suis pas sûr. Je vais pas en mettre parce qu'il n'y en a pas dans le for. Je vais mettre if colonne histo.length est strictement supérieur à... Il m'en faut combien? Il m'en faut 2. Donc est strictement supérieur à 3. Supérieur ou égal à, supérieur à 2. Après j'imagine il y a un 2 points et il y a cette indentation. Voilà. Peut-être que je suis un peu parano, on verra. Alors, le test. Ah, ça s'écrit pas comme ça, if. Attribute list object, ça soit attribut length, évidemment. Donc je cherche Python length list. List length. Et c'est l'un de la liste qu'il faut mettre. Ok. Alors, du coup, ça, j'enlève ça. Et ici, je mets l'un de la liste. Il me semble que ça s'écrit comme ça. C'est bien le cas. Voilà. Bon. On va me foutre la paix maintenant. On va exécuter mon code. Merci. Ah, c'est un peu long, mais du coup il se passe des choses. Qu'est-ce qui a bugué? Is a dictionary error. Is a dictionary historique. Ouais, il y en a un qui doit être en ligne vide encore. Il faudrait vérifier. Je vais rajouter des ifs. C'est bien de rajouter des ifs. Je vais en mettre un ici aussi. Je vais mettre ici if
Non, parce que je vais le mettre au tout début, ça. Je vais le mettre ici. Je vais mettre if non fiche égal à rien. Et 2 points return. Ça existe ça en Python, return. Python return. Return statement usage and best practice. Statement return. Def pass. C'est quoi pass? Cost. Ah, ça a encore l'air d'être un truc compliqué. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais faire l'inverse. Je vais mettre n'est pas égal à rien. Et je vais tout décoller d'un. Voilà. Allez, on est reparti. Et là, ça marche. Ils sont pas tous vides, j'espère au moins. Il faudrait maintenant tester s'il a bien rempli le hash. Donc là, dans le script d'application totale, je vais mettre un truc du style for. Donc j'avais vu ici, j'avais noté pour les hash comment les parcourir, c'est for key2. Tiens, bah voilà, je vais pouvoir l'écrire du coup. Tac. Donc là, ce que je vais faire, je vais avoir for key value is in de items. Et donc là, ça va être historique des cours. Historique des cours.items. Et là, il va m'écrire key. Est-ce que ça va planter déjà? Ou est-ce que ça va marcher? Voilà. Bon, sauf que là, il me les met tous vides. Ce qui est plutôt inquiétant. Puis est-ce qu'il m'a fait tous les fichiers? Est-ce que je peux faire un truc encore plus intelligent? Alors, est-ce que je vais imbriquer un nouveau for à l'intérieur qui va être for key2 virgule value 2 in value point items. Et après ici, du coup, lui il faut qu'il ait la notation aussi. Je vais l'appeler key2 et value 2. Et il faut pas oublier le petit 2 points ici et les parenthèses. Voilà. Et là la ligne vide. Tac. Essayons de voir ça. Ah, il se passe plus rien. Donc il doit bien être vide. S'il est vide, ça veut dire que ça n'a pas marché. C'est sûrement mon histoire avec le GG qui a tout foutu en l'air. Tiens, d'ailleurs, j'avais tout mis en commentaire, j'avais tout refoiré. Donc là, je vais enlever ça. Je vais même enlever GG. Et je vais le mettre ça ici. Voilà. Je vais enlever ça. Et là, je vais remettre ça. Ah, pardon. Là, je vais remettre ça. Ici, égal pour déclarer mon hash. Voilà. Si ça plante pas, ça marchera sûrement. Et voilà. Et donc là, on a bien quelque chose qui marche et normalement qui nous charge tout. D'ailleurs, si je remonte ici, ah, ça fait pas beaucoup, je trouve. Ça ne fait pas beaucoup du tout. C'est comme s'il m'en avait fait qu'un seul. Non? Ça ressemble, ouais. Je pense qu'ils m'en fait qu'un seul. Celui du 28, 21. Alors, ça veut dire qu'il mémorise pas le hash. Si le hash est là. Hash des cours, il est bien là. Historique des cours. Bah, normalement, ça devrait marcher. Après, je pourrais encore améliorer ici. Mettre un truc du style. Tac, tac, 2 points. Virgule. Et là, ici, je mettrai le premier key. Voilà. Qu'est-ce que ça me fait, ça? Ah, donc chaque fonction, donc on a bien plusieurs actions. Mange avec nous? Oui, j'arrive. On a plusieurs fonctions, on a très peu de dates. Il va falloir regarder ça plus en détail. Alors, ça y est, j'ai une théorie. En fait, c'est parce que là,
je le resupprime à chaque fois que je fais ça. Donc ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que j'arrive à vérifier d'abord si le truc existe ou non avant de le resupprimer. Donc en faisant un truc du style. Alors il faut chercher sur internet commande dans un hash Python key undefined in hash table. How to get the value of a subkey in hash table. Hash table and hash table. How to implement hash table. Oh Python. How to know if k undefined. How to get the value of a subkey. Check if a key or value exists in dictionary. Da 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 da. Da 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 da. Boom. Get as key value. If mat in. Mat existe. D'accord. If mat in. If mat in. If colon 0 in. If colon 0 in. Et ça, c'est s'il n'y est pas. Tu vas me le recréer. Sinon, tu vas tout laisser comme c'est. Et voilà. Et maintenant. Ah. Et ouais. Et ouais. Putain de Python, pourquoi tu respectes pas les normes? Allez, un petit note peut-être. Allez, sois gentil, sois cool. Ah, putain. If, else, puis j'ai oublié le 2 points. C'est ça. Peut-être que c'est ça qui pose problème, c'est le 2 points. Ouais, c'est ça. Donc maintenant, on les a bien tous. Alors, cependant, il faut pas s'arrêter là. C'est pas encore fini. Parce que j'ai toutes ces données dans un hash et tout, mais c'est drôlement inefficace pour la suite. Ce qu'il faudrait, ce serait qu'on retraite les données d'une autre façon. Et donc ça, je vais le faire. Alors comment je pourrais faire ça? En fait, ce qu'il faudrait, ce serait que je mette tous les cours dans un tableau, pas dans une hache, avec la date, avec un espacement de 1 jour à chaque fois, et où on saute les week-ends, parce qu'il y a des trous au niveau des week-ends. Pour ça, il faudrait que je prenne toutes les dates, que je les mette dans l'ordre alphabétique, et après que je récupère les nombres à part, que je remplisse un grand tableau. Alors, ça va être avec une nouvelle fonction qui va s'appeler post-traitement. Def post-traitement. Et là par contre, ce sera le hash des cours. Le hash des cours. Il faudra lui passer ce hash. Pardon, ce hash des cours. Hash des cours. Voilà. Il faut mettre les 2 points. Hop. Donc lui, il sera appliqué là, à la fin. Juste après le traitement de tous les fichiers. D'ailleurs, j'aurais pu mettre tout ça dans une fonction à part du coup. La boucle. Bon. Peu importe. De toute façon, tout ça, ça va finir dans une énorme fonction. Parce qu'il y a une technique en Python où chaque fichier peut devenir une fonction lui-même avec des paramètres par défaut ou alors un programme. Il faudra que je rejette un coup d'œil à la doc pour ça. Alors, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va parcourir déjà tous les types de cours qui existent. Donc, que je me souvienne, donc on va l'appeler action. Les actions. Alors, action SRD, je vais rajouter. SRD. Parce que action, peut-être que c'est déjà utilisé par quelque chose. Action, et après c'est in. Et je vais l'appeler H des cours. On a items. Voilà. Pas oublier les 2 points. Ensuite, pour chacun d'entre eux, on va vouloir mettre toutes les dates dans l'ordre alphabétique. Alors, est-ce qu'il y a une fonction dans Python qui permet de faire ça? C'est obligé. Python
Python alphabetic order in h k. The order of keys in dictionary. ABC. In this print ABC, I am unsure of how the method case determines the order of the case within E. However, I would like to be able to retrieve the keyword in the proper order. The proper order, of course, would create the list ABC. In order, also, you could use order direct. Ah voilà, order dict. Also note that order dict won't work since the dict you created with has already forgotten the order of the elements. Instead, you want to use order dict. Bon, j'ai rien compris. The case method of the dictionary will return a list of all the keys used in dictionary in arbitrary order. If you want it sorted, just apply the sorted function to it. Sorted? Just sort the list. Ah, donc il y a un truc qui s'appelle sorted. Ben voilà. Sorted. Si par exemple j'appliquais ça dans mon programme, est-ce qu'il me mettrait tout dans le bon ordre? Genre par exemple, donc là je vais être obligé d'écrire n'importe quoi. Print. Action. Ah mais attends, c'est plutôt case value ici qu'il faut mettre. Case value. Donc là je vais mettre OK, voilà, pour pas qu'il s'énerve. Tac. Voilà. Et par exemple, ici, quand je les écris, est-ce que je peux m'amuser à mettre un order? Order, invalue item, donc là ce serait pour le mettre dans l'ordre des dates. Et je mettrai un petit sorted ici, comme ça. Voilà. Alors, est-ce que ça plante ou est-ce que ça marche? Bon, en tout cas, il n'y a pas d'erreur de syntaxe. Ça a l'air d'être dans le bon ordre. Ah, quoique. 11, 12, 11, 12, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12. Pourquoi est-ce qu'on a 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 12 Ah, ça y est, je sais. C'est parce que le libellé... Donc là, il est bien dans l'ordre alphabétique. Il a mis tous les zéros avant, tous les zéros après, et comme on l'a que pour le 11, 12. D'accord. Donc ça, c'est problématique. C'est parce que c'est pas dans le bon sens. Il faudrait avoir année, mois, jour pour que ça marche. Donc il faut changer ici. Quand on nomme la colonne ici, il faut changer. On va le remplacer par un point split de... Ici on va séparer. Toi tu vas être le 2. Le 2 plus un 0. On les met à l'envers en fait. Année, mois, jour. 1 et 0. Qu'est-ce que ça nous donne maintenant? C'est mieux. Maintenant on a dans l'ordre alphabétique le vrai, le bon, le pur. Par contre je suis un peu inquiet parce que je trouve qu'il n'y a pas grand chose par action. Est-ce qu'il me les a pas renommés de la même façon à chaque fois? Ah non, c'est parce que j'ai que la fin. Peut-être qu'il les écrit plusieurs fois. Parce que là par exemple le J9, j'ai quoi ça? Pourquoi j'ai quoi ça dans le J9? J'ai 2021, le mois 10,
11, 12. 10, 11, 12. Après, c'est peut-être des actions qui ont disparu, quoi. Il faudrait vérifier. Bref. Donc maintenant, on les a dans l'ordre alphabétique. Si on met comme ça, un petit sorted. Donc, on peut faire la même chose ici. Là, on a les cours. Les cours, on peut faire un sorted. C'est le même for que celui qu'on a ici. Récupérons-le. Voilà. Et donc là, on prend le sorted ce coup-ci. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le remplir d'une façon spéciale. Donc Key2, il va recevoir le truc dans l'ordre. Et l'autre machin. Donc moi, ce que je veux, c'est créer un tableau à partir de ça. Et à la fin, le foutre dans le machin. Donc je vais faire, ici, avant même cette boucle, je vais créer un tableau. Genre je vais l'appeler, déjà je vais le rajouter dans le hash dans lequel je me trouve actuellement. Donc ça fait value de, et là je mets tableau. Voilà. Et là je mets égal à ça doit vouloir dire que ça crée un tableau. Et ensuite ici je dis value de tableau. Value de tableau. Et là, il faudrait mettre un truc du style i++. Est-ce que je peux faire ça, genre en mettant ici i égale à 0. I égale à 0 est égal à... Et donc là, ça sera value 2. Voilà. Et c'est tout, en fait. Et le post-traitement me fera mon tableau. Alors, est-ce que ça bug? Ouais, ça m'aurait étonné. Trop facile. Donc, i égale à 0, il l'a accepté. Donc ici, je vais mettre i, et juste après, je vais mettre i est égal à i plus 1. Voilà. Il va être content comme ça. Ah, c'est pas ça. Ça. Ah. List assignment indexed out of range. Ah ouais, j'imagine que une liste, il faut déjà dire combien le tableau il doit faire. Voyons voir ça. Python array define size. Alors initialize an array with fixed size in Python. Voilà. Int x 5 declared without element. How do I do this in Python? None fois 5. Non, 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 non. NumPy object. Bon, je mets new float moi. Il acceptera new float? Non, il acceptera pas ce con. Donc je vais mettre toi est égal à 0.0. On saura que c'est un float. Fois. Et là par contre, il me faudrait la taille. Donc c'est-à-dire il me faudrait value. Et alors il faut connaître la taille. Donc pour connaître la taille, on va voir Python h element numbers. Python h table. Alors Python h table size peut-être. How can I resize h table in Python? Oh, c'est débile comme question. Implement et number. Htable length. Can I resize htable in Python? Oh merde, mais comment je vais faire pour trouver ça moi? Length. Htable value and finding the length. Hk, hmap, how to create an htable from crash, how to implement. Htable size. C'est obligé que je puisse savoir ça. Can I resize? Get size peut-être? Get size. Can I resize? Table size. Non. Fait chier, pourquoi il arrive tout en haut lui? Implement. Get size of dictionary. Stack abuse. Introduction. Finding. The length of the dictionary format is length.
C'est tout. Bon, très bien. Donc c'est juste un learn. Donc j'ai plus qu'à mettre le learn. Donc ici, ça va être learn de value. Learn de value. Plus 10. Allez. Soyons généreux, hein. On sait jamais. Tac. Hop, hop. Ah voilà, là il accepte. Ah, et là il nous met les tableaux. Avec tous les éléments dans l'ordre normalement. Par exemple, donc lui, c'est FR040. Et pourquoi est-ce qu'il y a plein de zéros là? Ah, il me les met pas tous en fait. D'accord. Et j'aimerais bien savoir combien il y en a moi. Je vais essayer de l'imprimer pour savoir. Donc par exemple ici, je veux qu'ils me mettent ça. Je veux qu'ils m'écrivent print. Tiens, on va changer même d'approche. Tu vas me faire un petit print 2. Là, tu vas me mettre le nom. Le nom, ça va être key. Après, tu me mets 2 points. Et après, tu me mets le nombre d'éléments, c'est-à-dire value. Value 2. Tableau. Len. Voilà. On va voir s'ils ont tous beaucoup d'éléments. Voilà. 524, 524. Bon, la majorité, ils en ont 524. J'ai fait 2 ans, 2 ans. Ouais, bah c'est ça. Hein. 365 moins une certaine valeur. Fois 2. 300 fois 2, ça fait 600. Ouais, quand même, ça fait peu. Je m'attendais à plus. Il doit y avoir pas mal de jours où on n'a rien. Bon. Comment savoir? Comment savoir? Bah tiens, il n'y a qu'à faire le calcul avec Python. Donc, déjà, je vais voir si je suis pas fou. Nombre de jours dans une année. Nombre de jours dans une année. Combien y a-t-il de journées? 365, donc je ne suis pas fou. Donc là, je fais 365 moins 2 divisé par 7. Fois 365. Alors attends, ça va être plutôt 1 moins 2 divisé par 7 fois. Si je veux que ça fonctionne, il faut que je mette des virgules. Point 0, point 0, point 0. Point 0. Et ça fois 2, fois 2.0. Ah merde, il faut d'abord que je sois dans Python. Donc je sélectionne ça. Copier. Voilà. Après je me mets dans Python. Après je le recolle. 521 et là on est à 524. Donc c'est bon. Ouais, on a le nombre, on les a dans l'ordre alphabétique, on a tout bon. Donc il suffira de piocher simplement dans les tableaux, ils seront dans l'ordre jour par jour en sautant les week-ends. Et sinon, si on veut vraiment les dates exactes, eh ben, il faut passer par le H. Donc là, on a nos données traitées, rangées, tout ce qu'on veut dans un H qui s'appelle historique des cours. Donc c'est la fin de cette première partie. La prochaine fois, on va jouer avec ça.